c'est le son qui vous brise en premier. Ce n'est pas la corne de bataille, ce n'est pas le cri de 1000 hommes, c'est un grognement bas, profond, qui vibre dans le sol avant même que vous ne puissiez le voir. Et puis la ligne de front se heurte, mais quelque chose ne va pas. Quelque chose brise la formation de bouclier. Ce n'est pas un homme, c'est une bête de 70 kilos de muscles et de fureur, recouverte de cuir bouilli et de pointes de métal. Elle se jette non pas à la gorge, mais au ventre. Elle arrache le bouclier des mains de l'homme, ignore la courte épée et mord. Elle mord avec une pression capable de broyer l'os. Le légionnaire le plus aguerri, un homme qui a survécu à 3 campagnes en Germanie, qui a vu mourir ses compagnons, se fige. Parce que ceci n'est pas une bataille, c'est une chasse, et il est la proie. On l'appelait Canis Molossus, le molosse, l'ancêtre du matin. Mais pour les légions qui marchaient sous l'aigle, c'était bien plus qu'un chien. C'était une arme vivante, un outil de terreur psychologique, conçu non seulement pour tuer, mais pour briser la volonté de l'ennemi, avant que la première épée d'acier romain ne goûte le sang. Cette machine à tuer n'est pas apparue par hasard. Ce ne fut pas un accident de la nature, ce fut un projet, une conception délibérée de l'ingénierie militaire romaine. Tout commence non pas à Rome, mais dans les montagnes d'Épire, en Grèce, avec le peuple des Molosses. Ils avaient des chiens énormes, descendants, selon leur légende, du gardien des enfers lui-même, Cerbère. Ils les utilisaient pour protéger les troupeaux des loups, pour chasser les sangliers. Ils étaient grands, ils étaient forts. Mais les Romains n'ont pas vu un gardien, ils ont vu une arme. Lorsque le consul Paul Émile a conquis la Macédoine en 168, avant J.B.C., il n'a pas seulement ramené de l'or et des esclaves, il a ramené les meilleurs de ses chiens, et les a confiés non pas à des fermiers, mais aux canaris des légions, les éleveurs. C'est là que l'histoire prend un tournant sombre. Ce n'est plus de l'élevage, c'est de la fabrication d'armements. Que recherchait un éleveur romain? Il ne cherchait pas la loyauté, il ne cherchait pas l'intelligence, au sens où nous l'entendons. Il cherchait 2 choses, férocitas et magnitudo, la férocité et la taille. Commence alors une sélection brutale, qui durera des générations. Ils croisèrent les plus grands molosses avec d'autres chiens de chasse, à la recherche d'une seule chose, la morsure, un crâne plus large, des muscles mandibulaires capables de broyer, pas seulement de déchirer. Ils voulaient un chien, qui ne lâche pas. Jamais. Ils séparaient les chiots les plus agressifs, ceux qui dominaient la portée, ceux qui tuaient, par instinct. Tout signe de peur, toute hésitation était un défaut, et les défauts étaient éliminés. Imaginez ces hommes. Les canaris n'étaient tout pas des amoureux des chiens, ils étaient des forgerons, façonnant une épée vivante. Ils nourrissaient les chiots avec des régimes spécifiques pour maximiser la masse musculaire, viande crue, sang. Ils les habituaient à l'odeur de la peur. Le résultat fut quelque chose que leurs ancêtres grecs reconnaîtraient à peine. Un chien qui dépassait les 70, parfois 80 kilos. Plus bas, plus dense, avec une poitrine large comme un tonneau, et un cou qui n'était que pure fibre musculaire, un centre de gravité bas, impossible à renverser. Ils l'appelèrent le molosse de guerre romain, mais c'était une catégorie en soi, c'était un char biologique. Et le processus de sélection n'était pas seulement physique, il était psychologique. Un chien de berger protège. Un chien de guerre doit anéantir. Il doit trouver du plaisir dans le chaos. Il doit voir un homme armé et hurlant non pas comme une menace, mais comme une cible. Comment y parvient-on? Comment prend-on un animal et efface-t-on tout instinct d'autopréservation pour le remplacer par une soif de combat qui surpasse la douleur? La réponse n'était pas seulement dans le sang, elle était dans la prochaine étape, la plus terrifiante de toutes, l'entraînement. Parce qu'une fois que vous avez créé le monstre, vous devez lui apprendre qui il doit détruire et comment le faire de la manière la plus efficace possible. Le dressage commençait presque dès la naissance. Ces chiots ne jouaient du pas, ils étaient mis et préparés. Leur monde était une simulation constante du champ de bataille. Ils ne connaissaient pas la caresse, seulement le commandement. Ils ne connaissaient pas le jeu, seulement l'assaut. Les légionnaires utilisaient un équipement d'entraînement, mais l'objectif était, bien sûr, d'apprendre aux chiens à ignorer le métal, le cuir et le bois, et à trouver la chair vulnérable. Ils leur enseignaient à attaquer des points spécifiques.
pas le bras protégé par un bouclier, pas la jambe avec des cnémides. Il leur enseignait à se glisser sous le scutum, à mordre le ventre, l'aine, ou à sauter, à faire tomber l'homme par pure force brute et à chercher la gorge. Le son était crucial. Il les habituait aux cris des hommes, au choc de l'acier, au vacarme des corps. Pour eux, ce chaos ne signifiait pas danger, cela signifiait qu'il était temps de chasser. Ils utilisaient des mannequins de paille trempés dans du sang animal. Le chien n'était récompensé que lorsqu'il déchiquetait le mannequin avec une fureur totale. L'agression n'était pas punie, c'était le seul comportement applaudi, mais la technique la plus brutale était l'appât vivant. Parfois, des prisonniers de guerre ou des criminels condamnés, des damnati ad bestia, étaient utilisés. Des hommes armés de bâtons, forcés de se battre contre les jeunes meutes. Les chiens apprenaient l'odeur de la sueur humaine terrifiée. Ils apprenaient que l'homme, peu importe sa taille ou son bruit, pouvait être mis à terre. Chaque chien était assigné à un seul dresseur, un mensuarius. Mais la relation n'était pas faite d'affection, elle était de domination absolue. Le mensuarius était la seule chose dans l'univers que le chien craignait plus que de désobéir. C'était la main qui nourrissait et la main qui punissait avec une trique de fer. Le chien ne se battait pas par amour pour son maître, il se battait parce que le combat était la seule libération qu'il connaissait, et il y avait un niveau de plus, la faim. Avant une bataille, les meutes de guerre étaient maintenues affamées, non pas jusqu'à la faiblesse, mais jusqu'au bord du désespoir. Leur instinct était aiguisé. L'odeur du sang sur le champ de bataille n'était pas seulement l'odeur du combat, c'était la promesse de nourriture. Ils créaient une arme qui non seulement tuait sur ordre, mais par une nécessité biologique viscérale. Ce système produisait un soldat canin parfait, incroyablement discipliné avant le signal et sauvagement imparable après celui-ci. Une arme qui ne ressentait ni pitié, ni remords, ni peur de la mort. Une arme qui ne pouvait être soudoyée, qui ne se rendrait pas, qui ne romprait pas les rangs. Maintenant Rome avait sa bête, elle l'avait élevée, elle l'avait forgée dans le feu et la peur. Mais une arme, aussi aiguisée soit-elle, est inutile si l'on ne sait pas la manier. Il manquait une étape. Convertir la fureur en tactique militaire. Équiper le monstre pour le carnage. Le légionnaire moyen était protégé par sa lorica segmentata, son casque de fer, son grand scutum. Le chien, cette bête de 70 kilos, était rapide, mais vulnérable à une épée. Rome ne pouvait pas permettre que sa nouvelle arme soit neutralisée si facilement, alors ils l'ont blindée. Ce n'était pas une armure complète, c'était quelque chose de plus intelligent, de plus sinistre. Premièrement, le collier. Il n'était pas en simple cuir, c'était une large bande cloutée de pointes de fer de 3, parfois 5 pouces. Certains étaient des lames courbes, aiguisées comme des rasoirs. Le but n'était pas de protéger le chien des loups, c'était de transformer chaque secousse de sa tête en une arme blanche. Quand le chien mordait la gorge, le collier terminait le travail, lacérant la chair d'un simple mouvement de torsion. Puis le plastron, une lorica canina, du cuir bouilli, durci dans l'huile jusqu'à être presque comme de l'acier, couvrant la poitrine et les flancs, suffisant pour dévier un coup de poignard désespéré ou une flèche perdue dans le chaos. Parfois, de petites plaques de métal étaient cousues sur le cuir, créant une armure d'écaille qui brillait à côté de l'acier des légions. Et dans les campagnes les plus brutales, contre les Daces ou les tribus germaniques, il y a des récits de plus. Des lames, des couteaux aiguisés attachés au flanc de l'armure du chien. L'animal se transformait en un tourbillon d'acier et de crocs, une arme de zone qui déchiquetait les jambes de la formation ennemie à mesure qu'il avançait. Imaginez la vision. Un essaim de bêtes blindées, dégoulinant de pointes de métal, grognant, bavant, les yeux injectés de sang par la faim contrôlée. Il ne ressemblait pas à un animal, il ressemblait à un démon forgé dans les forges de Vulcain. Le son, le tintement aigu des plaques de métal et des pointes, mêlé à ce grognement profond qui vibrait dans la poitrine, était la bande sonore de la peur. Mais comment les utilisait-il? Simplement les lâcher et espérer le meilleur? Non, ceci est Rome. Le chaos n'est qu'un autre outil dans l'arsenal de l'ordre. Les meutes de guerre, les cannes pugnaces, étaient organisées, elles marchaient avec la légion, souvent assignées à la première cohorte. Elles étaient des troupes de choc,
Elles étaient à la pointe de la lance. Le moment du déploiement était essentiel. Peignons la scène. Une ligne barbare. 2000 hommes hurlant, frappant leurs boucliers. Ils comptent sur leur fureur, leur charge initiale imparable. Le centurion romain attend. Ces hommes sont silencieux, disciplinés. Les barbares chargent, juste avant l'impact. Lorsqu'ils sont à 50 métas, le centurion ne crie pas « Chargez !» Il crie l'ordre aux Mansuari, les dresseurs. Et les dresseurs lâchent les laisses. 100, parfois 200 chiens affamés, blindés, entraînés à tuer. Ils sont tirés comme des flèches vivantes. Ils sont plus rapides qu'un homme qui court. Ils frappent la ligne ennemie 5 secondes avant les légionnaires. L'effet est dévastateur. Un guerrier germain, un géant de 2 mètres, lève son bouclier pour bloquer un chien. Le chien ne s'arrête pas. Il percute le bouclier avec la force d'un bélier. Ses mâchoires se referment sur le bord de bois et l'arrachent de la main de l'homme. Une seconde après, le chien est sur lui. Un autre barbare tente de poignarder la bête. Sa lance frappe le plastron de cuir bouilli et glisse. Le chien l'ignore. Il plonge sous sa garde et lui déchiquette le genou. L'os se brise avec un bruit humide. La ligne ennemie, qui était un mur solide, se dissout dans un chaos d'hommes, hurlant, trébuchant, essayant de se battre contre des démons de faible hauteur qui sont sous leurs armes. Des brèches se créent entre leurs jambes, c'est la panique. Les hommes de l'arrière-garde s'arrêtent, confus par les cris de terreur de la première ligne. Et c'est alors, juste à ce moment de confusion maximale, que la véritable arme de Rome frappe. Le pilum, les javelots pleuvent sur la ligne brisée, trouvant de la chair là où il aurait dû y avoir des boucliers. Et derrière les javelots, le mur de boucliers romains avance. Méthodique, implacable. Le gladius sort. Les légionnaires n'ont pas à rompre la ligne. Les chiens l'ont déjà fait pour eux. Les soldats entrent simplement dans les brèches et commencent le carnage. Le chien a été la pointe de lance, l'ouvre-boîte psychologique et physique. C'était leur utilisation principale, rompre la formation. Mais ce n'était pas la seule. Les légions romaines étaient des villes en mouvement, des camps fortifiés chaque nuit. Et les villes ont besoin de sentinelles. Dans la nuit, dans les forêts sombres de Teutoburg, quoi de plus terrifiant qu'une sentinelle romaine? Une sentinelle romaine avec 2 molosses attachés, silencieux, entraînés à détecter la moindre odeur ou le moindre son à 100 mètres de distance dans l'obscurité totale. Ces chiens n'aboyaient pas. Ils étaient entraînés à émettre un grognement bas, une vibration que seuls leurs dresseurs pouvaient sentir. La furtivité était une autre de leurs armes. C'étaient des systèmes d'alerte précoce vivants, et puis il y avait la poursuite. Après qu'une bataille était gagnée, l'ennemi fuyait. Les légionnaires, avec leurs 30 kilos d'équipement, n'étaient bite pas doués pour la poursuite. La cavalerie, oui, mais les chiens étaient infatigables. Les meutes de pistage étaient bas lâchées. Elles suivaient l'odeur du sang et de la peur. Elles chassaient les survivants dans les forêts, dans les marais. Elles ne laissaient personne se regrouper. Elles s'assuraient que la victoire ne soit pas seulement une bataille gagnée, mais une guerre terminée. Annihilation totale. Chaque chien avait une fonction. Les pugnasses pour la bataille, les naris pour le pistage, les vénatici pour la chasse aux provisions. Mais même ces bêtes avaient une limite. C'étaient des armes vivantes. Et les armes vivantes saignent, se brisent. Le coût pour maintenir cette force était énorme, et le coût au combat était brutal. Un molosse de guerre mourait rarement de vieillesse. Sa durée de vie en campagne active était courte, brutale, et souvent glorieuse à sa manière terrifiante. Même avec leur armure de cuir bouilli et leurs colliers à pointe, ils affrontaient des hommes désespérés armés d'acier. Un barbare acculé, sachant qu'il était mort, pouvait enfoncer une courte épée dans le flanc de la bête, perforant un poumon. Une hache pouvait manquer le légionnaire, mais trouver le crâne du chien. Il mourait. Ils mouraient en grand nombre, mais la façon dont ils mouraient faisait partie de leur conception.
Un légionnaire blessé crie, il brise le moral de ses compagnons. Un molosse blessé continue de se battre. Il existe des chroniques de chiens de guerre qui continuaient à déchiqueter l'ennemi avec 3 flèches dans le dos. Des chiens qui, avec une patte cassée, rampaient pour mordre une dernière cheville. Ils ne ressentaient pas la douleur comme nous. Ils avaient été élevés pour que l'adrénaline du combat annule toute autre sensation. Ils se battaient jusqu'à ce que le dernier souffle s'échappe de leurs poumons brisés. Il n'y avait pas de retraite pour eux, et le Mansuarius, le dresseur, ne courait pas pour sauver son animal blessé. Ce n'était pas son travail. Son travail était de lâcher le chien suivant de la réserve. Lorsque la bataille se terminait, le champ était couvert de corps d'hommes et de bêtes. Les légionnaires ramassaient leurs camarades tombés. Mais qu'arrivait-il aux chiens? Ici, l'efficacité romaine se montre sous son jour le plus froid. Un chien avec une blessure légère, une coupure, était recousu par le vétérinaire de la Légion, le Medicus Veterinarius. Il était considéré comme un équipement endommagé, qui pouvait être réparé, mais un chien avec une blessure grave, un tendon coupé, un os qui ne guérirait pas parfaitement, était inutile. Un légionnaire vétéran avec une jambe estropiée pouvait servir dans la garnison. Il pouvait entraîner les nouvelles recrues. Il avait de la valeur au-delà de sa capacité de charge. Un molosse de guerre qui ne pouvait pas courir à toute vitesse, qui ne pouvait pas sauter de toute sa force, n'avait aucune valeur. Son objectif était absolu. Soit c'était une arme parfaite, soit c'était un gaspillage de rations. Il n'y avait pas de retraite pour blessure de guerre. Le Mansuarius sortait son couteau, donnait au chien un dernier morceau de viande, et pendant que l'animal mangeait, il lui tranchait la gorge, vite, efficacement. L'armure était récupérée, nettoyée et placée sur un nouveau chien. Le système était implacable. La ligne d'approvisionnement de ces chiens devait être constante. Derrière chaque légion en campagne, il y avait une caravane de canaris, élevant la génération suivante, préparant les remplaçants. Et pourtant, qu'arrivait-il aux quelques-uns qui survivaient? Les vrais vétérans. Les chiens qui avaient y vu 10 campagnes, qui étaient tout devenus lents avec l'âge, le museau plein de cicatrices et de poils gris. On leur permettait rarement une retraite paisible. Le concept d'animal de compagnie, tel que nous le concevons, existait à peine. Un animal avait un but, nourriture, travail ou guerre. Un chien de guerre à la retraite était une contradiction. C'était un tueur entraîné trop vieux pour tuer efficacement, mais trop dangereux pour être gardé. Ce n'étaient pas les compagnons loyaux que nous voyons dans les films dormants, au pied de leur maître près du feu. C'étaient des machines programmées pour une seule réponse. L'agression violente, le chaos d'un campement, un mouvement soudain, un cri, pouvaient déchaîner l'enfer. Certains étaient là vendus aux arènes. Un dernier combat glorieux contre un gladiateur ou un ours. Une mort comme divertissement. D'autres étaient dû renvoyer aux élevages. Leur gène était dit précieux. Ils passeraient leurs dernières années à engendrer la prochaine génération de monstres, jusqu'à ce que leur utilité soit épuisée. Et certains, les plus chanceux, peut-être étaient-ils adoptés par un centurion à la retraite, par un Mansuarius qui avait développé un étrange lien de respect. Ils étaient emmenés dans une villa en Gaule, attachés à une lourde chaîne, et servaient leurs derniers jours comme gardiens. Mais même alors, ce n'étaient pas des animaux de compagnie, c'étaient des systèmes d'alarme. Ils étaient un élément de dissuasion vivant contre les bandits. Leur entraînement ne s'estompait jamais. Ils restaient, jusqu'à leur dernier souffle, une arme au repos. C'est la vérité du molosse romain. Ce n'était pas un compagnon, ce n'était pas un ami. C'était une pièce de technologie militaire comme le gladius, comme la catapulte, une technologie biologique conçue dans un but froid et terrifiant, déshumaniser la guerre. Parce que lorsque vous affrontez un homme, vous voyez un égal. Vous pouvez comprendre sa peur, sa colère, vous pouvez prédire ses mouvements. Mais comment raisonner avec une bête blindée de 70 kilos, qui ne veut pas conquérir votre terre, ne veut pas votre or, qui ne veut rien, sauf votre chair? Rome n'a pas seulement conquis le monde connu avec l'acier et la discipline, elle l'a conquis avec la terreur,
et le molosse de guerre était l'incarnation de cette terreur. Les tactiques ont changé, elles ont rendu les charges de cavalerie presque impossibles. Les chevaux, animaux de proie par nature, refusaient de charger une ligne qui contenait ces prédateurs grognants. Ils se cabraient, désarçonnant leurs cavaliers, brisant la charge avant qu'elle ne commence. L'impact psychologique a duré des générations. Les barbares, qui survivaient à une bataille contre l'émeute de guerre romaine, ne racontaient pas d'histoires sur les légionnaires. Ils racontaient des histoires sur les chiens de l'enfer en armure. En l'an 43 après JC, l'empereur Claude regarde vers le nord, vers une île enveloppée de brouillard, un lieu que même le divin Jules César n'avait pas pu soumettre entièrement. La Bretagne, Claude a besoin d'une victoire. Il a besoin d'une conquête pour consolider son pouvoir. 4 légions, plus de 20 000 hommes, et avec eux, il envoie un contingent massif de cannes pugnaces. Il pensait que la terreur qui avait fonctionné en Germanie et en Gaule briserait les Bretons. Mais en Bretagne, les Romains ont trouvé quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Les Bretons avaient aussi des chiens. Ils les appelaient les pugnaces britanniais. Plus agiles que le molosse, plus proches d'un lévrier géant mélangé à un mâtin. Ils n'étaient pas blindés. Ils se battaient avec une férocité native, sauvage. Ils défendaient leur foi, leur foyer. Lorsque la 9e Légion hispanique a débarqué, ils n'ont pas seulement affronté des chars de guerre et des guerriers peints en bleu, ils ont affronté les meutes bretonnes. Et pour la première fois, l'arme de terreur de Rome s'est retrouvée face à face avec son reflet. Imaginez cette bataille. Ce n'est pas un choc d'acier propre, c'est un enfer de jappements et de grognements qui étouffe les cris des hommes. Un molosse cuirassé charge, s'attendant à faire tomber un homme. Au lieu de cela, il est intercepté par 3 chiens bretons, plus rapides qui l'encerclent. Ils mordent ses pattes arrière, non protégées. Ils le font tomber par les flancs. L'arme romaine, conçue pour se battre contre un bipède, se retrouve prise dans un combat de meute, un combat qu'elle ne comprend pas. Les Mansuarii crient dans des ordres, mais le chaos est total. Les chiens romains, entraînés pour une agression frontale, sont dépassés par une tactique de guérilla canine. Les Romains, bien sûr, se sont adaptés. La force brute restait la force brute. Leurs légions ont avancé, mais le coup psychologique, la carte maîtresse de la terreur, avait été neutralisé. Les Bretons ne se sont pas brisés. Ils avaient aussi des monstres. Et il n'y avait pas que les Bretons. Les ennemis de Rome ont appris. Ils étaient mis et frappés par la même tactique, encore, et ils ont commencé à trouver des réponses. La terreur ne fonctionne que contre ceux qui ne sont pas préparés. Comment tuez-vous un démon blindé de 70 kilos? Vous ne l'affrontez pas de front. Les Parthes à l'est utilisaient leur cavalerie, des archers à cheval. Ils ne visaient pas les légionnaires, ils visaient les bêtes qui couraient devant. Une flèche bien placée dans la poitrine, juste au-dessus du plastron de cuir, et l'arme tombait. Les tribus germaniques ont développé l'une des contre-mesures les plus simples et les plus efficaces, le feu. Juste au moment où les chiens étaient lâchés, les Germains lançaient des centaines de torches allumées, créant un mur de flammes. Le molosse, malgré tout son entraînement, malgré sa fureur, restait un animal. Et l'instinct primaire, la peur du feu, était plus profond que n'importe quel dressage. Les meutes s'arrêtaient, déviaient. Parfois, paniquées, elles faisaient demi-tour et couraient en arrière, percutant leurs propres lignes légionnaires, brisant la formation même qu'elles devaient vous protéger. Et puis il y avait la contre-mesure la plus froide, la plus romaine. Ironiquement, le tribulus, la chausse-trappe, de petites étoiles de fer à 4 pointes. Les légionnaires les utilisaient pour freiner la cavalerie ennemie. Maintenant, les barbares les utilisaient contre eux. Juste avant la charge romaine, ils semaient le no man's land de milliers de ces petits objets diaboliques. Le molosse, chargeant à toute vitesse avec 70 kilos de poids, ne les voyait pas. Sa patte atterrissait sur une pointe de fer. Le métal traversait le coussinet, s'enfonçait jusqu'à l'os, un hurlement de douleur pure. Le chien tombait, la patte brisée,
La charge de la meute s'arrêtait dans un amas d'animaux blessés et hurlants. L'arme de choc s'était transformée en un piège mortel pour elle-même. Mais le plus grand ennemi du molosse de guerre ne fut pas le chien breton, ni le feu germain, ni la chausse Trappe-Parte, ce fut l'armée romaine elle-même. La Légion évoluait sous Trajan, sous Hadrien. L'armée est devenue plus professionnelle, plus défensive. Les tactiques de bataille rangées massives, de charges brutales, ont commencé à céder du terrain à la guerre de siège, à la défense des frontières, aux cohortes d'auxiliaires plus flexibles. Un chien de guerre est une arme offensive, une arme à usage unique conçue pour le choc initial. Dans un siège, à quoi sert-il? Pour nettoyer les remparts. Il est inutile contre l'huile bouillante. Dans une patrouille frontalière, c'est une nuisance bruyante. Il consomme les rations de 3 hommes. Il est difficile à transporter en bateau, lent lors des marches forcées sur terrain difficile. L'arme devenait obsolète. Le coût de créer, d'entraîner, de blinder et de nourrir des milliers de ces bêtes était astronomique. Et le retour sur cet investissement diminuait à chaque bataille. Un centurion pragmatique préférerait avoir 3 archers syriens ou un petit scorpion d'artillerie qu'une meute de 20 chiens qui pouvaient paniquer à cause du feu. La machine de guerre romaine devenait plus mécanique et moins biologique. Le molosse de guerre, la terreur du monde antique, n'a pas été vaincu, il est devenu sans objet. Le déclin a été lent. Pendant des centaines d'années encore, il continuerait à être utilisé, mais de moins en moins. Ils sont devenus des gardiens de fort, des pisteurs, quelque chose de plus proche de leurs origines. L'élevage massif pour la guerre s'est arrêté. Le programme d'armement biologique de Rome fut silencieusement démantelé. Les grandes maternités impériales se sont dissoutes. Les Canaries se sont retrouvées sans emploi, et les bêtes se sont simplement évanouies. Mais ont-elles vraiment disparu? Ou attendaient-elles seulement? L'ADN est plus difficile à tuer qu'un empire. Le sang forgé par Rome ne s'est pas dilué si facilement. Il était latent, attendant un nouveau but. L'Empire romain d'Occident s'est effondré en 476. Le dernier empereur fut déposé. Les légions se sont dissoutes. Le grand projet de Rome s'est fracturé en 1000 morceaux. Et dans le chaos qui a suivi, dans l'anarchie du Moyen-Âge, qu'est-il arrivé à l'arme vivante de Rome? Les barbares qui avaient démantelé l'Empire n'ont pas détruit les chiens. Ils admiraient la force. Un molosse était un symbole de pouvoir. Ils ont pris les meilleurs spécimens, les rois goths, les seigneurs de guerre francs. Tous voulaient le sang du chien de guerre romain. Mais leur but a changé. Il n'y avait plus d'État centralisé pour financer les élevages militaires. Il n'y avait plus de légions marchantes en formation disciplinée. Le molosse de guerre s'est fragmenté tout comme l'Empire. Son sang s'est adapté aux nouveaux besoins d'un monde plus petit et plus brutal. En Italie, le berceau de l'Empire, le sang a persisté. Il est devenu le gardien de la ferme, le protecteur de la famille contre les bandits. Un chien grand, imposant, mais avec un nouveau trait valorisé. La discrimination, il devait savoir faire la différence entre un invité et un intrus. La férocité aveugle n'était plus utile. Cette lignée deviendra des siècles plus tard le cane corso, le gardien. Dans les montagnes des Alpes, les moines qui tenaient les hospices avaient besoin d'un chien capable de sauver les voyageurs de la neige. Ils ont croisé le sang du molosse avec des chiens locaux, cherchant la résistance au froid et un tempérament plus docile. Naquit le Saint-Bernard, le sauveteur. En Allemagne, dans la ville de Rottweil, les bouchers avaient besoin d'un chien assez fort pour tirer une charrette chargée de viande et assez féroce pour protéger les recettes des voleurs sur le chemin du retour. Le molosse romain, croisé avec des bergers locaux, est devenu le Rottweiler Metzgerhund, le chien de boucher. Et en Angleterre, les nobles normands, descendants des Vikings, ont pris les chiens que les Romains avaient dû laisser, et ceux que les Bretons avaient déjà, et les ont perfectionnés dans un but sombre, le sport sanglant, l'appâtage d'ours, l'appâtage de taureau.
Ils ont pris l'agression du molosse, sa morsure tenace, et l'ont concentré. Ils l'ont élevé pour être plus bas, plus large, avec une mâchoire qui une fois fermée ne s'ouvrait pas, même si on lui cassait les os, même si on le piétinait. Le matin, le bulldog, le fantôme du chien de guerre romain, n'est pas mort, il a simplement changé d'uniforme. Le légionnaire est devenu un seigneur féodal, le camp fortifié est devenu un château, et le molosse est devenu le chien de garde, le chien de fosse, attaché à une chaîne, un avertissement vivant contre le monde extérieur. La même bête avec la même génétique servait maintenant un nouveau maître. Et l'entraînement, bien que moins formel, restait brutal. Les chiens étaient toujours élevés pour leur férocitas. Un chien de garde qui fuyait était aussi inutile qu'un chien de guerre qui rompait les rangs. Mais c'est dans l'arène de sang que nous voyons l'écho le plus pur et le plus terrifiant de l'arme romaine. Imaginez une fosse en bois, avec des centaines de personnes hurlantes, pariant, au centre un taureau attaché, et puis ils lâchent les chiens. Ils ne sont pas blindés, ils n'ont pas de tactique. C'est juste la fureur pure que les Romains avaient cultivée pendant des siècles, maintenant déchaînée pour le divertissement. Ils mordent le taureau les lance en l'air. Ils atterrissent avec les pattes cassées et rampent de nouveau vers le combat. C'est le même instinct, le même refus de mourir, la même programmation pour le combat au-delà de l'autopréservation. Les Romains les utilisaient pour tuer des barbares. Les Anglais médiévaux les utilisaient pour tuer des ours. Le contexte a changé. La créature, dans son essence, restait la même. L'arme a survécu à l'empire qui l'a créée, et elle a survécu au Moyen-Âge. Elle a survécu à la poudre qui a rendu obsolète l'armure et les charges de cavalerie, et qui aurait dû rendre obsolète un chien de combat. Mais elle ne l'a pas fait. Lorsque les conquistadors espagnols ont mis le cap sur le Nouveau Monde, ils n'ont pas seulement emporté de l'acier et des maladies, ils ont emporté des chiens, des matins et des alanos, descendants directs des molosses romains. Hernán Cortés, Francisco Pizarro ont utilisé les mêmes tactiques que les consuls romains. Ils ont lâché leurs chiens blindés contre les Aztèques et les Incas. La terreur psychologique était identique. Les peuples autochtones, qui n'avaient jamais vu de chiens de cette taille, ni de chevaux, ni d'hommes en armure de métal, croyaient qu'il s'agissait de bêtes démoniaques. Bécherillo, un chien appartenant à Ponce de Léon, gagnait plus qu'un soldat. Il avait sa propre ration et une part du butin. Il était si efficace pour tuer les indigènes que sa présence au combat valait 10 hommes. Le molosse de guerre romain, 2000 ans après sa création, continuait de conquérir de nouveaux mondes, les baignant de sang. La programmation était trop forte. L'utilité de la terreur est éternelle, et cette programmation, cet ADN, est parvenue jusqu'à nous. Aujourd'hui, nous les appelons le groupe molossoïde, le matin anglais, le boxeur, le dog de Bordeaux, le danois, le rottweiler, le cane corso. Ce sont des géants aimables, ce sont des animaux de compagnie. Ils dorment sur nos canapés. Nous jouons avec eux dans le parc, nous les habillons de pulls. Nous avons passé le dernier siècle à essayer d'écarter la férocité que les Romains ont passé 1000 ans à cultiver en eux. Nous essayons de désarmer un pistolet chargé que nous avons nous-mêmes construit. Mais peut-on vraiment effacer le code? Peut-on effacer le but pour lequel ils ont été conçus? Le code ne s'efface pas, il dort seulement, il se cache, il attend. L'arme biologique de Rome n'a pas disparu, elle a évolué, elle est devenue plus rapide, plus intelligente, plus spécialisée. Aujourd'hui, les forces spéciales d'élite du monde n'utilisent pas un molosse de 70 kilos. Pourquoi utiliser un bélier quand on peut utiliser un missile guidé? Le berger belge malinois. 35 kilos de pur nerf, de vitesse et une agressivité que l'on peut allumer et éteindre comme un interrupteur. L'entraînement est différent. Ce n'est plus la faim et la brutalité aveugle, c'est la science, la psychologie comportementale. Des milliers d'heures de répétition. Le chien apprend à sauter d'un hélicoptère en silence. Il apprend à détecter un explosif à 100 mètres sous terre.
Il apprend à neutraliser une cible sans la tuer, ou à la tuer avec une efficacité chirurgicale dont le molosse n'aurait jamais rêvé. Le Mansuarius romain est de retour. Maintenant, nous l'appelons dresseur. Son lien avec le chien est plus profond, mais le but est identique. Créer une arme qui ira là où un homme ne peut pas, qui fera ce qu'un homme n'ose pas. Le chien porte maintenant des gilets en Kevlar et des caméras de vision nocturne, mais la volonté de lancer un animal dans l'obscurité pour qu'il se batte en notre nom, cela est purement romain. Mais cela est l'évolution sanctionnée, la version propre, contrôlée par l'État. La véritable horreur, l'écho direct de l'arène romaine et des fosses d'ours, vit dans l'ombre, dans des sous-sols, dans des entrepôts abandonnés, dans le monde clandestin des combats de chiens. Là, le sang du molosse, du Pugnax britanniae, n'a jamais été nettoyé, il a été concentré. Les éleveurs de ces chiens ne recherchent pas l'intelligence, ne recherchent pas le tempérament. Ils cherchent une seule chose, la même chose que cherchaient les canaris romains. Férocitas, la fureur, la capacité de se battre au-delà de la douleur, au-delà de la raison, au-delà de la mort. Un chien de combat moderne est la réincarnation la plus pure du Canis pugnax. Ils sont élevés avec la même méthode romaine. Les chiots les plus agressifs sont sélectionnés. Ceux qui reculent, ceux qui montrent de la peur sont éliminés. Leur entraînement est une vie de douleur et de rage, conçue pour une seule chose, détruire un autre chien dans une fosse en bois. Ils mordent avec une pression qui brise l'os. Leurs corps sont déchiquetés, et ils continuent de ramper vers l'avant. C'est le même chien qui mourait dans la boue de Germanie, le même qui refusait de lâcher le taureau dans l'Angleterre médiévale. C'est l'arme romaine vivante, respirant et saignant au XXIe siècle pour notre divertissement le plus dépravé. Et puis, il y a nous, les citoyens ordinaires. Nous allons chez un éleveur, et nous choisissons un cane corso parce que sa tête est imposante. Nous achetons un Rottweiler parce qu'on nous dit que ce sont de bons chiens de garde. Nous choisissons un dog de Bordeaux pour ses yeux tristes. Nous ramenons à la maison les descendants directs du molosse de guerre, les cousins du chien de combat, les ancêtres du missile guidé, et nous les mettons dans notre salon. Nous leur donnons un joli nom, nous leur donnons des jouets qui couinent, et nous espérons que 2000 ans de programmation génétique pour le carnage se sont simplement évaporés. Nous jouons à la roulette génétique. Nous demandons à une arme conçue pour briser les lignes de bouclier d'être douce avec l'enfant du voisin. Nous demandons à un gardien élevé, pour tuer les loups dans l'obscurité, de faire la distinction entre le facteur et un voleur armé. La plupart du temps, la domestication l'emporte. Le dernier siècle d'élevage pour le tempérament maintient l'arme dans son étui, mais parfois ça n'arrive pas. Parfois, un interrupteur s'active, un cri aigu, un coureur qui s'approche trop vite, un enfant qui lui enlève son bol de nourriture, et le code ancien, le code romain, s'allume. La presse appelle cela une attaque inexplicable. Le chien est devenu fou. Il n'est pas devenu fou. Il a fait exactement ce pourquoi il a été conçu pendant des millénaires. Il a réagi comme une arme. Le molosse s'est réveillé. La tragédie n'est pas que le chien soit un monstre. La tragédie est que nous l'avons construit pour être un monstre, et qu'ensuite nous nous fâchons lorsqu'il agit comme tel. Nous vivons avec les fantômes blindés de Rome, et nous avons oublié qu'ils sont toujours armés. Comment réconcilier cela? Comment l'animal qui dort au pied tourni de notre lit peut-il porter en lui le fantôme de l'arme la plus terrifiante de l'Antiquité? La réponse n'est pas dans le chien, elle est en nous, elle est dans l'ombre de Rome. Parce que le molosse de guerre n'était pas une aberration, c'était l'expression la plus pure de la mentalité romaine. Contrôle total. Rome n'a pas conquis le monde uniquement avec la discipline et l'acier. Elle l'a conquis en transformant tout ce qu'elle touchait en un outil pour son expansion. Le fleuve est devenu une barrière, la montagne est devenue une forteresse, et l'animal est devenu une arme. Rome n'a pas inventé la guerre, elle a inventé la terreur industrialisée. Ils ont compris quelque chose de fondamental sur le conflit humain. Le moral est plus fragile que l'acier.
Vous pouvez briser un mur de bouclier avec suffisamment de force, mais si vous pouvez briser l'esprit de l'homme qui tient le bouclier avant la bataille, vous avez gagné sans combattre. Le molosse fut conçu pour cela, pour briser la psyché. Un homme peut affronter un autre homme, c'est un combat qu'il comprend. Mais comment affrontez-vous une meute de démons blindés avec des pointes de métal qui ne hurlent pas de fureur, mais grognent avec la certitude prédatrice de la faim? Le légionnaire romain était un soldat. Le molosse était un cauchemar vivant. Son travail n'était pas seulement de tuer, c'était de faire sentir à l'ennemi qu'il ne se battait pas contre une armée, mais contre la nature elle-même déchaînée contre lui. C'était rabaisser le guerrier le plus fier au statut de proie terrorisée. Et cette mentalité, cette volonté de plier la nature à nos propres fins violentes, a eu un coût humain. Pensez au Mansuarius, le dresseur. Quel genre d'homme faut-il pour passer des années avec un animal? Non pas avec un lien d'affection, mais avec un lien de domination absolue. Un homme qui regarde son chien dans les yeux, non pour y voir de la loyauté, mais pour y voir un reflet de son propre contrôle. Ce n'était pas un compagnon. C'était son gladius vivant, c'était de l'équipement. Quand ce chien tombait au combat, déchiqueté par une hache, le Mansuarius ne pleurait pas, il lâchait le suivant. Son travail n'était pas d'aimer le chien, son travail était de pointer l'arme. Cette froideur, cette capacité à convertir la vie en une ressource fongible, est le véritable héritage de la machine de guerre romaine. Le chien n'était que le premier brouillon. Pour le molosse, la vie était un enfer conçu par les humains, une existence sur le fil du rasoir, entre la faim et la fureur, entraînée à trouver sa seule libération dans l'acte de tuer. Une arme qui, lorsqu'elle était cassée, était jetée sans honneur, sans monument. Juste un collier à pointe nettoyé et mis sur la nouvelle recrue. Le molosse, en tant qu'arme spécifique de la Légion, s'est finalement évanoui. L'Empire est tombé, et les tactiques ont changé. Mais l'idée de créer une arme vivante, la volonté de prendre le code génétique d'une autre espèce et de le réécrire pour servir notre propre soif de conflit, cela n'est pas mort avec Rome. Cela est juste devenu plus intelligent. L'arme la plus terrifiante de Rome n'était pas le gladius, ce n'était pas la catapulte, ce n'était que de l'acier et du bois. L'arme la plus terrifiante était celle-ci, la volonté de prendre la vie, le souffle, la loyauté, et de les transformer en un appendice de la guerre. Le molosse fut le chef-d'œuvre de cette philosophie, un être vivant, reconfiguré, dépouillé de sa nature, et reconstruit dans un seul but, le nôtre. Aujourd'hui, l'Empire romain est poussière. Ses légions sont des notes de bas de page dans des livres d'histoire. Ses empereurs sont des statues de marbre sans yeux. Mais son arme la plus sombre, cette arme est toujours parmi nous. Elle marche dans nos rues, elle dort dans nos maisons. Nous avons essayé de la racheter. Nous avons essayé de convertir le tueur en gardien, le bélier en compagnon. Nous lui avons donné de nouveaux noms, de nouveaux emplois. Nous lui demandons d'être doux, d'être patient. Mais nous ne pouvons pas effacer d'où il vient. Nous ne pouvons pas effacer pourquoi il existe. Chaque fois que nous voyons un de ses descendants, un Rottweiler, un Matin, un Cane Corso, nous regardons un fantôme, un écho de 2000 ans d'agression programmée. Et la vraie terreur n'est pas dans le chien, la terreur est dans le miroir. Parce que le sang du molosse n'existe que parce que nous l'avons cultivé. Le Canarius romain, l'éleveur de la Légion, n'a pas disparu, il a évolué. C'est le soldat des forces spéciales qui confie sa vie à un Malinois. C'est l'éleveur clandestin qui cherche la fureur parfaite dans un sous-sol, et c'est nous. C'est nous qui choisissons le plus grand chiot, celui qui a la poitrine la plus large et la plus grosse tête. C'est nous qui voulons secrètement un chien qui fasse traverser la rue aux gens. Nous recherchons la sécurité, mais ce que nous achetons vraiment, c'est la menace. Nous achetons la même terreur psychologique que le centurion l'achète en Germanie. Nous avons invité l'arme de Rome dans notre foyer. Nous lui avons donné notre cœur. L'histoire du molosse de guerre n'est pas l'histoire d'un chien. C'est l'histoire de notre propre soif éternelle de pouvoir,
de notre besoin de dominer, de contrôler, de déchaîner le chaos quand cela nous arrange et de l'enchaîner quand ce n'est pas le cas. Le chien n'était que le premier brouillon, et maintenant nous vivons entourés de son héritage. La vraie question, celle qui résonne des camps légionnaires jusqu'à nos banlieues, n'est pas de savoir si le chien se souviendra de son passé. La question est de savoir si nous oublierons le nôtre.